Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un après-midi conte. Une petite pensée pour Aniki, c'est un immense merci à Louise Lecoeur qui a bien voulu animer cet après-midi. Louise, on est toujours très heureux de t'accueillir. Merci aussi à Patrick Crespel qui va compter aussi avec toi cet après-midi. On vous envoie plein de belles pensées de contes de Bretagne et des pays celtiques. Et pour commencer, écoute Stéphane, je ne sais pas ce que tu vas jouer, mais... Des mélodies du pays Vantais. Une mélodie du pays Vantais. Bon Des mélodies, il y en a 3 en fait. 3. Merci Stéphane. Donc j'ai demandé à Patrick de venir compter avec moi et on s'est un peu partagé la Bretagne. Patrick il va vous emmener en mer et moi je reste sur terre. Et on va suivre Gourgon-Lapi. Gourgon-Lapi c'est un grand bonhomme, il a des grandes jambes. Et avec ses grandes jambes, eh bien, il sillonne la campagne, de village en village, de hameau en hameau, de ferme en ferme. Il attend que les hommes soient partis travailler au champ ou à l'usine pour aller frapper aux portes. Et une fois qu'il a frappé aux portes, eh bien, il attend. Et quand une porte s'ouvre, bien souvent, il y a une femme qui a un torchon à la main, qui a son dernier né accroché à ses jupes. Et quand la femme ouvre la porte, lui, il ouvre sa grande boîte d'épingles. Et la femme regarde toutes les épingles qu'il a dans sa boîte. Elles sont bien présentées. Il sépare les épingles à tête ronde, des épingles à tête plate, des épingles à nourrice, des épingles à cheveux. Et puis il attend. Il attend parce qu'il sait très bien que toutes les femmes ont toujours besoin d'épingles. Pour tenir les cheveux sous la coiffe, il faut bien des épingles à cheveux. Pour langer le dernier né, il faut bien des épingles à nourrice. Et puis une petite poignée d'épingles, ça coûte 2 fois rien.
Alors à la fin de sa journée, quand il fait ses comptes, quand il additionne ses 2 fois rien, plus 2 fois rien, plus 2 fois rien, eh bien il a une somme qui lui permet de vivre bon an, mal an. Voilà qu'un jour, il traverse un village et il voit sur le mur d'une maison un drap blanc. Ce qui veut dire qu'il y a un mort à l'intérieur qui attend d'être enterré. Et Gourgon-Lapie n'est pas homme à passer devant une maison où il y a un mort à l'intérieur sans s'arrêter pour dire un pater. Il pousse la porte, il entre. Et là, il voit dans la salle un cercueil sur le lit, ouvert avec un bonhomme, un vieux bonhomme à l'intérieur, et tout autour des hommes, des femmes qui parlent, qui rient comme si de rien n'était. Quand ils ont vu cet inconnu entrer, se diriger vers le lit, s'agenouiller et dire un pater, ça a été le silence total. À la fin de sa prière, une femme s'est approchée de lui et lui a dit « C'est mon père qu'on enterre. Je vois que vous êtes un bon chrétien. J'aimerais que vous veniez avec nous jusqu'au cimetière. Vous marcherez en tête du cortège à côté de moi et puis vous pleurerez. Et comme ça, eux autres se tiendront tranquilles. Je vous donnerai 2 écus et vous reviendrez manger avec nous. » Et Gourgon-Lapie lui dit « Mais si c'est votre père, c'est à vous de pleurer, c'est pas à moi. » Ah, si vous saviez. Si vous saviez comme il a été dur toute sa vie, il était cruel, il était méchant. Moi, toutes les larmes que j'ai versées, c'était de son vivant. Aujourd'hui, j'en ai plus qu'une seule. Et d'ailleurs, eux non plus. Et Gourgon-Lapie s'est dit 2 écus pour pleurer un enterrement. Moi, je ne gagne pas ça dans une journée en rendant mes épingles. Alors il a marché en tête du cortège à côté de la femme et il a pleuré. Et tout en marchant et tout en pleurant, il s'est dit quand même, c'est triste de mourir quand personne ne vous pleure. Et à cette pensée, il s'est mis à pleurer de vraies larmes. Et tout en marchant et tout en pleurant de vraies larmes, il s'est dit, mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, là, je suis en train de pleurer pour 2 écus. Quelle hypocrite je fais! Alors là, ça a été les grandes eaux. Il a pleuré à chaudes larmes jusqu'au cimetière, pendant qu'on mettait le corps en terre, sur le chemin du retour, à table. Et il pleurait tellement que personne n'osait manger. La femme a attendu un peu et puis elle s'est approchée de lui. « Tenez, encore 2 écus, mais s'il vous plaît, arrêtez de pleurer, qu'on puisse manger. » 4 écus pour pleurer à un enterrement. Eh bien, ce jour-là, il s'est demandé si c'était pas mieux de vendre des larmes plutôt que des épingles. Et voilà, l'histoire est terminée. Eh bien moi, je vais vous emmener dans un endroit que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas mis les pieds. Je vais vous emmener dans un café. Et dans ce café, des larmes. Ah non, ça, il n'y en avait pas de larmes. Enfin, les seules larmes qu'on pouvait trouver, c'était des larmes d'alcool. Parce que dans ce café, eh bien, tout le monde se connaissait. C'était le café de la Marine qui était là juste sur le port. Enfin, tout le monde se connaissait, non, pas tout à fait. Il y avait une femme. Une femme qui était là au comptoir, personne ne la connaissait. Ça devait être une touriste. Parce qu'elle avait pris un verre de sous-chêne. Elle était là tranquillement, juste devant la porte d'entrée, quand tout d'un coup elle a vu cette porte s'ouvrir et elle a vu un homme, le teint buriné, la barbe poivre et sel. Et elle a tout de suite vu qu'elle avait affaire à quelqu'un d'important. Non, parce que dans le café, tout le monde s'est levé. Tout le monde a salué cet homme-là. Et tout de suite, il est allé au comptoir. Il n'a rien demandé. Le patron lui a servi, et puis il lui a dit « Tiens, voilà ton lait fraise !» Un lait fraise? Ah, ça a fait tout drôle à la femme, enfin, voir ce marin, enfin, ce capitaine sans doute, boire un lait fraise. Ah, puis elle n'a pas pu s'empêcher de lui poser la question. Là, dans le café, ça a été le silence. Comme si c'était la question à pas poser. Et lui,
il a regardé la femme droit dans les yeux. Il a eu un grand sourire. Et puis il s'est mis à parler. À parler du pire moment de sa vie, le pire moment de sa carrière même. C'était le jour où il s'est retrouvé puni, en haut du mât, en plein milieu d'une tempête. Le vent soufflait, le bateau allait d'avant en arrière. Enfin, c'était la nuit, enfin, le froid. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, eh bien cet homme-là, c'était qu'un simple mousse. Bon, tout s'était bien passé jusqu'à présent. Sur le bateau, enfin, il faisait sa petite vie, tranquille. Et il avait remarqué ce fameux soir-là, il avait remarqué un coucher de soleil. Un coucher de soleil, mais d'un rouge. Il avait été impressionné, il avait demandé aux gens autour de lui. On avait dit ça, t'inquiète pas, tu verras, ça c'est signe de tempête. Oh ben la nuit ça a pas manqué. Le vent, la tempête s'est déchaînée, et dans ces moments-là, eh bien, on réveille tout le monde. Et tout le monde monte sur le pont. Il y a le cuistot qui vient avec son petit tonneau de rhum, et puis tous les marins en file indienne, du plus grand au plus petit, sont là à attendre leur petit quart de rhum. Quand c'est arrivé autour du petit mousse, eh bien lui, il a dit « Non merci ». Eh bien c'est pour ça qu'il s'est retrouvé puni là-haut, en haut du mât. Depuis combien de temps était-il là-haut? Oh, la notion du temps, il l'avait totalement perdu. Enfin, ses membres étaient tellement tétanisés. Enfin, la seule chose qui l'attendait, la seule chose qui pouvait le soulager, c'était la mort. Ah, puis quand il a senti qu'on décrochait ses bras, qu'on décrochait ses jambes, il s'est laissé aller, soulagé. Il s'est dit enfin, elle vient me chercher, la mort. Mais curieusement, c'est pas vers le haut qu'il est allé. Non, c'est vers le bas. Il est descendu vers le bas sur le pont du bateau dans les bras d'un matelot. Il s'en souvient encore comme si c'était hier. Il se souvient comment on l'a secoué dans tous les sens. Il se souvient les baffes qu'il a pris. Il se souvient encore du discours du capitaine. Allez chercher un quart de rhum. Ça va le remettre d'aplomb, ce petit morveux. Et quand il a senti, quand il a eu ce quart de rhum sous le nez, quand il a senti ce parfum, quand il a senti cette odeur, pour la seconde fois, il a dit « Non merci, non merci, je ne boirai jamais d'alcool, mais je vous jure que je serai un bon marin. » Et là, ne sachant pas s'il allait être battu à mort, passé par-dessus bord, il s'est dit, quitte à mourir, autant que je dise tout ce que j'ai sur le cœur. Et le petit s'est mis à parler de son père. Son père qui était un excellent marin. Son père qui ramenait suffisamment d'argent à la maison. Il était heureux à la maison avec son petit frère et sa mère. Et puis un jour, eh bien, son père s'est mis à boire. Et puis il a commencé à ramener de moins en moins d'argent. Puis il a bu de plus en plus. Et puis un jour, eh bien, le père a disparu en mer. Depuis ce jour, ça a été difficile dans la famille. Ça a été... Il y avait de moins en moins d'argent. Et un jour, la mère a fini par tomber très malade. Et sur son lit, juste avant de mourir, elle a réuni ses deux petits. Et elle a dit au grand, « Tu t'occuperas bien de ton petit frère. » Et l'aîné a dit, « Oui, maman. Oui, maman. Je m'occuperai bien de mon petit frère. Tu sais, je vais devenir marin, comme papa. » Et la mère, ça a été ses dernières paroles. Elle a dit, « Mon petit, je veux bien que tu deviennes marin comme ton père. Mais tu dois me faire le serment. Tu dois me jurer que jamais, jamais, tu ne boiras une goutte d'alcool. »
Et le petit a juré. Sur le pont du bateau, quand le capitaine a entendu cette histoire, il a pris tout l'équipage à témoin. Il dit, vous voyez ce petit? Eh bien ça, c'est un vrai homme. Moi je respecte trop ma mère pour qu'il ne respecte pas son serment. Alors que personne n'essaye de le faire boire. Que personne n'essaye de lui faire du mal à ce petit. Parce qu'il aura fait amant. Et c'est comme ça que ce petit a grandi. Ce petit a gravi tous les échelons. Et ce petit a fini par devenir capitaine à son tour. Au café, quand la femme a entendu cette histoire, elle a repoussé du revers de la main son verre de sous-chêne et elle a commandé un lait fraise. Elle a pris son verre, elle a regardé le capitaine droit dans les yeux. Ils ont trinqué. Et le reste n'est pas dit dans l'histoire. On va faire un grand pas et puis on va aller en Irlande, là où vit Brian. Brian, il passe ses journées à couper des roseaux près de chez lui. Avec ses roseaux, il tresse des paniers, il va vendre ses paniers. Avec le prix de la vente, il s'achète à manger. Seulement, à force de couper toujours des roseaux près de chez lui, il est arrivé le jour où il n'y en avait plus. Et pas de roseaux, pas de panier, pas de manger. Donc il lui fallait des roseaux. Il a entendu dire que de l'autre côté de la colline, tout là-bas, il y en avait des roseaux, des beaux, des bien droits, bien verts. Il a entendu dire que de l'autre côté de la colline, là où il y a des beaux roseaux, il y a des gens qui étaient un peu bizarres, un peu étranges et qu'il valait mieux ne pas aller y voir. Mais il lui fallait des roseaux. Si bien qu'un matin, il a pris son courage à deux mains, il a gravi la colline, il est arrivé tout en haut et là, à ses pieds, il a vu une vallée de roseaux bien droits, bien verts. Il a dévalé la colline et il s'est mis à couper. Et une fois qu'il en a coupé un bon peu, il s'est arrêté pour lier en fagot tous ces roseaux. Et à ce moment-là, un brouillard épais est descendu. Tellement épais, tellement dense qu'il ne voyait même pas ses pieds. Il est resté debout, il a regardé partout pour voir où il était, comment il allait s'en sortir, et il a aperçu tout au loin une petite lumière. Et il s'est dirigé tant bien que mal vers la petite lumière. Il s'est trouvé devant une maison basse, une fenêtre allumée, une porte entrebâillée. Il a regardé par l'entrebâillement de la porte. Il y avait une femme, une vieille femme, un vieil homme à côté. Et puis il a entendu « Entre, Brian, entre !» Elle connaît mon prénom. Il est entré et la vieille femme a dit « Viens t'asseoir à côté de moi ». Il s'est assis à côté de la vieille femme. Elle lui a demandé « T'aurais pas une petite histoire à nous raconter ?» « Une histoire ? Bon non, moi je n'ai pas d'histoire. Non, je ne connais pas d'histoire. T'es sûr ? Ah oui, non, je ne connais pas d'histoire. Bah alors, raconte-nous une petite anecdote qui te serait arrivée, quelque chose d'amusant. Bah, vous savez, moi, ma vie, elle est toute simple. Hein. Je coupe des roseaux, je tresse des paniers, je vends mes paniers, je coupe des roseaux, je tresse mes paniers, je vends mes paniers, et il ne se passe rien. Ah bon, dit la vieille femme. Bon. Bah écoute, rends-toi utile. Va prendre un seau d'eau au puits. Brian a pris le seau, il a descendu le seau dans le puits, il a remonté, il l'a déposé sur la margelle pour que le seau s'égoutte. Et à ce moment-là, une bourrasque de vent l'a pris par en dessous, l'a soulevé de terre et l'a déposé au loin devant une autre maison basse, avec 2 fenêtres éclairées, une porte entrebâillée. Il a regardé par l'entrebâillement de la porte. Et là, il a vu une femme brune, assise, qui lui a dit « Entre, Brian, entre ».
Elle connaît aussi mon prénom. Il est entré, viens t'asseoir à côté de moi. S'est assis à côté de la femme brune, et devant lui, il y avait une table. Sur la table, un cercueil, 2 rangées d'hommes de chaque côté qui veillaient. Il s'est assis à côté de la femme, et puis il a attendu, et rien ne se passait. Et puis au bout d'un moment, un homme grand et fort a dit « Oh, quand même, cette veillée, qu'est-ce qu'elle est triste, elle est sinistre, il nous faudrait un violoneux. » Et la femme brune a dit « Mais violoneux, mais il est là, il est assis à côté de moi, c'est Brian. » Moi, violoneux? Ah non, 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 pas du tout, moi j'ai jamais tenu un violon de ma vie, je connais pas la musique, non, 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 vous faites erreur. Hein. Allons, Brian, tout le monde sait que tu es le meilleur violonnier de toute l'Irlande. Et le voilà, avec un violon dans une main, un archet dans l'autre, et il a fait jouer une musique entraînante. Il y avait tous les pieds des hommes qui battaient la mesure, et tout ça qui avait envie de danser. Puis au bout d'un moment, l'homme grand et fort a dit « Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir dire une messe pour notre ami. Il faudrait un prêtre. » Un prêtre, a dit la jeune femme brune, mais il est là, il est assis à côté de moi, c'est Brian. Moi, prêtre? Ah non, 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 j'ai jamais mis les pieds dans une église, je connais pas mes prières, non, non, vous faites erreur. Allons, Brian, ne te fais pas prier. Tout le monde sait que tu es le meilleur prêtre de toute l'Irlande. Et le voilà en tenue de prêtre. Et il a dit une messe, tellement belle qu'on avait tous les larmes aux yeux. Et puis à la fin de la messe, l'homme grand et fort a dit « Bon, maintenant, il va falloir conduire notre ami dans sa dernière demeure. Il me faut 4 gars pour porter le cercueil. » 4 hommes se sont levés, 3 de la même hauteur et un plus grand. Et l'homme grand et fort a dit « Celui-là, il faut le raccourcir, il est trop grand. Il nous faut un chirurgien. » Un chirurgien, dit la femme brune, mais il est là, à côté de moi, c'est Brian. Moi, chirurgien? Ah non, 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 hein. Moi, j'ai pas fait médecine. Dès que je vois une goutte de sang, je tourne de l'œil. Non, 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 vous faites erreur. Hein. Non, Brian, arrête de te faire prier. Tout le monde sait que tu es le meilleur chirurgien de toute l'Irlande. Et le voilà en tenue de chirurgien. Il allonge le bonhomme sur un banc, il coupe les 2 jambes au-dessus du genou, il retire la partie qui est trop grande, il recolle les os, il refait une couture, mais alors une couture, de la haute couture. Et l'homme se remet debout et ils sont tous les 4 à la même hauteur. Chacun prend un coin de cercueil sur l'épaule et il se dirige vers le cimetière. Arrivé devant le cimetière, il y a un mur. Il y a un mur qui n'est pas très haut, à hauteur d'homme. Et seulement, il n'y a pas de porte. Le mur fait tout le tour du cimetière, mais il n'y a pas de porte. Alors, 2 hommes sautent par-dessus le mur, on fait passer le cercueil, et après, l'un après l'autre, passe par-dessus le mur. Et quand arrive le tour de Brian, qui est le dernier, une bourrasque de vent le prend par en dessous, le transporte dans les airs et le dépose juste devant le puits, où le seau d'eau vient juste de finir d'égoutter. Il prend le seau, il l'apporte chez la dame, la vieille femme, il s'assied à côté d'elle, elle se tourne vers lui et puis elle lui demande « Alors, Brian, toujours pas d'histoire à nous raconter ?» Et l'histoire est terminée. Il y en a qui n'ont pas d'histoire, mais... ici, en Bretagne, chez les marins bretons, c'est vrai qu'on en avait vu des choses. Mais des comme celle-là, jamais. Ce matin-là, tous les marins qui avaient fait une bonne pêche avaient vendu leurs poissons et puis étaient tous au café. Enfin, tous. Non, pas tout à fait, il manquait le gars Erwan. Le gars Erwan, lui, il n'avait pas fait bonne pêche. Et puis il était resté seul en mer pour essayer de ramener un peu plus de poissons. Seulement, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors il s'est décidé. Il a mis le cap sur le continent et puis pour rentrer. Et c'est juste à ce moment-là qu'il a vu, à la proue de son bateau, comme un bouillonnement.
Il a vu cette énorme tête de dragon sortir. Il a vu cet immense corps de serpent sortir. Oh là, Erwan s'est retourné. Il a saisi son harpon. Seulement quand il a regardé en face de lui, eh bien il a juste eu le temps de voir le serpent de mer disparaître. Et plus rien. Ah, c'est qu'au café, quand on a vu le gars Erwan remonter la rue du port, là, en courant, les gestes tout désordonnés, il est arrivé là, il a bousculé, enfoncé la porte. Il était dégoulinant de sueur, les yeux hors de la tête, la casquette de travers. Sur le comptoir, il y avait 2 petits blancs qui venaient juste d'être servis. Que c'est qui les a avalés? Les gars, j'ai vu. Et le gars Erwan, il a raconté ce qu'il a vu. Dans le café, c'est vrai que c'était clin d'œil, sourire, coup de coude. On s'est dit, oh bah ça c'est encore une histoire d'ivrogne. Mais le gars Erwan, il n'en démordait pas. Il avait que cette histoire dans la tête. Il ne parlait plus que de ça. À tel point que cette histoire, elle a fait le tour de tous les cafés du village. Elle a fait le tour de tous les villages aux alentours. Elle a fait le tour de toute la Bretagne, dans un sens. Et puis dans l'autre, et cette histoire a continué à cheminer. Et cette histoire est arrivée à Paris. Oh, pas n'importe où à Paris. Elle est arrivée au Muséum d'histoire naturelle. Et là, quand les scientifiques ont entendu cette histoire, ils se sont dit comme ça, si cette histoire est arrivée jusqu'à nous, ça ne peut pas être une histoire d'ivrogne. Puis un serpent de mer, quand même. Entre une girafe et un éléphant, enfin, ça ramènerait du monde. Et à cette époque-là, eh bien, les scientifiques avaient les moyens. Alors ils ont décidé d'aller en Bretagne. Ils sont arrivés dans le village où on avait entendu pour la première fois cette histoire. Et quand ils sont arrivés dans ce café, oh là, enfin dans ce café, et tout le monde était là. Même le gars Erwan, quand ils les ont vus rentrer, ça c'est parigot, habillés comme des milords, non mais... Et puis, quand ils ont annoncé ce pourquoi ils venaient, non mais, capturer un serpent de mer que personne n'avait jamais vu. Mais quand ils ont annoncé le montant de la récompense, ah là c'était plus pareil. On les a écoutés, les Parisiens, les scientifiques. Et chacun était en train de penser comment capturer ce serpent de mer, quel piège fabriquer. Ah, c'est que tout le monde est ressorti du café en silence et tout le monde n'avait plus que ça dans la tête, capturer le serpent de mer. À tel point que la pêche, je l'avais pratiquement oublié. Et un jour, ça a été le jour, le fameux jour. C'était 1 an après qu'Erwan avait vu pour la première fois le serpent de mer. C'était le jour de la Saint-Jean, le jour le plus long. C'était là où ils avaient le plus de chances de pouvoir voir, capturer le serpent de mer. Et tous les marins étaient prêts, toutes les embarcations étaient prêtes, ils sont tous partis au large. Eh bien, ce même jour, il y a une femme qui est arrivée dans le village. Elle aussi, elle avait entendu parler du serpent de mer. Et elle aussi, elle voulait aller à sa rencontre. Et elle a demandé à quelques anciens qui étaient là à embarquer pour pouvoir aller au large. Elle lui a dit, mais pauvre dame, les embarcations, il n'y a plus aucune embarcation. Tout le monde est parti au large. Va falloir revenir un autre jour. Et la bonne femme a tellement insisté. Ça semblait pour elle être une question de vie ou de mort. Elle a tellement insisté que on lui a mis une petite barque à disposition. Cette bonne femme, on ne savait pas d'où elle venait, on ne savait pas qui elle était. Il y a un ancien qui disait que cette bonne femme, ça devait être une cantatrice.
ils ont vu cette bonne femme s'éloigner. Elle a glissé sur la mer. Elle est allée jusqu'à proximité des marins. Mais elle est restée toujours en retrait. Là, elle a arrêté sa barque. Elle l'a stabilisée. Elle s'est mise debout. Elle a écarté les bras. Elle a fermé les yeux. Et un chant cristallin est sorti de sa bouche. À ce moment-là, autour de la barque, un bouillonnement s'est formé. Une énorme tête de dragon est sortie, un immense corps de serpent est sorti de l'eau. Et elle chantait. Le serpent de mer, il ondulait. Elle a ouvert les yeux et elle l'a vu. Il se regardait droit dans les yeux. Il ondulait, elle chantait. Il ondulait, elle chantait. Ils ont refermé les yeux tous les deux et ils ont continué tous les deux. Elle a chanté, lui a dansé. Quand tout d'un coup, au loin, il y a les marins qui se sont rendus compte, qui ont hurlé « Là-bas, la bonne femme qui gueule, le serpent de mer, il est là-bas !» Mais le temps de virer de bord, le temps d'armer, eh bien cette femme avait refermé la bouche. Elle s'était assise. Le serpent de mer, dans un geste de remerciement, a glissé dans les profondeurs. Depuis ce jour, le serpent de mer, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Quant à la femme, eh bien, certains marins disent entendre parfois sa voix, son chant sur les mers. Chez les marins bretons, on en avait vu des choses. Mais des comme celle-là, jamais. Voilà, et bien nous, avec Nolwenn, on va vous proposer ce qu'on sait le mieux faire ici, chanter. Ma position est bien triste et cruelle, je vous le dis par un simple mépris. À mes amis, s'il faut vivre avec elles, je préférerais 100 000 fois mieux mourir. À mes amis que mon sort est à plaindre, plaignez-moi, je suis mal mariée. À mes amis que mon sort est à plaindre, j'aurais mieux fait de me pendre au plancher. À mes amis que mon sort est à plaindre, j'aurais mieux fait de me pendre au plancher, de me pendre au plancher. J'avais l'argent le jour du mariage, j'avais monté un joli mobilier. Rien ne manquait à mon petit ménage, mais la coquine, elle a tout bazardé. Pour s'acheter des bottines à la mode et faire manger du poulet aux cousins, elle a vendu draps de lys et commodes. Enfin chez moi il ne reste plus rien, elle a vendu draps de lys et commodes.
Je cherche tout à seule fin de lui plaire. Je fais le lit, je balaie la maison. Je vais à l'eau, j'épluche les pommes de terre. Je fais le feu et j'attise le tison. Je fais bien mieux que laver la vaisselle. Je suis pourtant le modèle de l'époux. Je finirai par tenir la chandelle et ne rien faire que de recevoir des coups. Je finirai par tenir la chandelle et ne rien faire que de recevoir des coups, que de recevoir des coups. Je cherche tout à seule fin de lui plaire. Je fais le lit, je balaie la maison. Je vais à l'eau, j'épluche les pommes de terre. Je fais le feu et j'attise le tison. Je fais bien mieux que laver la vaisselle. Je suis pourtant le modèle de l'époux. Je finirai par tenir la chandelle et ne rien faire que de recevoir des coups. Je finirai par tenir la chandelle et ne rien faire que de recevoir des coups, que de recevoir des coups. À chaque instant, elle me cherche querelle, l'épaule est verte, tout s'y casse sur mon dos. Le chandelier ainsi que toute la vaisselle, c'est un démon que l'enfer ne voudrait pas. Un cœur de lion, une langue de vipère, elle cherche tout afin de me faire devenir fou. Par un beau jour, si je me mets en colère, je finirai par lui tordre le cou. Par un beau jour, si je me mets en colère, je finirai par lui tordre le cou. Par lui tordre le cou. Oui, oui. Bien, merci Evelyne et Nolwenn. Merci Evelyne et Nolwenn. C'est vrai que quand on entend chanter à la Mission bretonne, eh bien, on a envie de danser. Peut-être même une certaine danse, on verra. On va aller faire un tour dans les montagnes noires, parce qu'en Bretagne, il y a des montagnes aussi. Il y a les montagnes noires, le Mont d'Arrée, et là, on va aller dans les montagnes noires où il y a encore des loups. Et le marquis de Kersalin, c'est le plus grand chasseur de loups des montagnes noires. Du matin jusqu'au soir, il est sur son cheval. Il chasse, il traque, il tue le loup. Alors si on lui avait dit qu'un jour il danserait le Jabadao, il aurait répondu en haussant les épaules « Essayez déjà de me faire descendre dans mon cheval et on verra ». Voilà qu'un matin, il traverse une prairie au trot, et il a entendu un chant, mais un chant tellement beau, la voix était tellement claire, la mélodie était tellement belle qu'il a voulu savoir qui chantait. Il s'est arrêté, c'était une bergère, une jeune bergère qui tressait ses cheveux et qui chantait. Quand elle a vu le marquis s'approcher, elle s'est tue. Bah, continue, chante. Oh non, moi je suis trop pauvre pour donner mon chant à un homme comme vous. Le marquis a compris, il a sorti sa bourse, lui a tendu une pièce. Tiens, c'est pour toi, tu la mérites. Écoute, aujourd'hui je n'ai pas le temps, mais un jour je reviendrai et tu chanteras rien que pour moi. La bergère a pris la pièce que lui tendait le marquis, l'a regardé droit dans les yeux, puis lui a dit « C'est donc vous, le marquis de Kersalin ? Vous qui ne descendez jamais de votre cheval, pas même devant la fille la plus belle au monde, et il faut dire que la bergère était belle. » Bah, qu'est-ce que tu racontes là ? Bah, c'est ce qu'on dit de vous. Eh bien, on se trompe, parce que regarde,
Non seulement je vais descendre de mon cheval, mais en plus je vais t'épouser. Ah, pour m'épouser, Marquis, il faut d'abord danser le jabadao avec moi, parce que je n'épouserai que celui qui me fera mettre genou à terre en dansant, et celui-là n'est pas encore né. Plus d'un homme en est mort en dansant avec moi. Plus d'un homme est devenu fou. C'est pour ça qu'on m'appelle Rose de la mort. Danser le jabadao avec toi? Écoute, laisse-moi une semaine pour apprendre, et dans 8 jours, on se retrouve où tu veux, et je te ferai mettre genou à terre. Rose de la mort a réfléchi, et puis elle a dit, dans 8 jours, il y a une ère neuve au moulin de Kerscao. Eh bien, rendez-vous dans 8 jours au moulin de Kerscao, et je te ferai mettre genou à terre, n'oublie pas. Il est remonté sur son cheval, et il est retourné au manoir. La Rose de la mort l'a regardé partir avec un petit sourire au coin des lèvres. Me faire mettre genou à terre, moi, Marquis, c'est pas encore fait. De retour au manoir, il a fait venir des musiciens, des chanteurs, des danseurs, et au son du jabadao, Mazadandos madimeyet, dar flores piouar, il au quivre des égonnettes, et comme entend tout l'air, fouet, mas amigas, ou gandes, ou paguebiou. Le marquis a dansé. Il a dansé toute la journée. Arrivé au soir, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, épuisés, éreintés, exténués, se sont laissés tomber à même le sol et ils se sont endormis comme ça, pêle-mêle sur le sol dans la cour du manoir. Mais le lendemain matin... Un des voir les rêveurs, des wafuere l'an dernier, Mayannik bel an une, lars obrum de ziwelle. Fouet, mas amigas, ou gandes, ou paguebiou. Le marquis a dansé 7 jours. Et au matin du 8e jour, il s'est prêté à rejoindre Rose de la mort sur l'aire neuve du moulin de Kerscao, quand Fanche, un de ses fermiers, est arrivé en courant. Monsieur le marquis, il y a un loup. Depuis une semaine, il y a un loup qui rôde autour de nous, qui mange nos brebis. On l'a repéré, il est énorme, il n'y a que vous qui puissiez le tuer. Venez tout de suite. Demain, Fanche. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Demain, je m'occupe du loup. Mais monsieur le marquis, demain, le loup se sera à nouveau échappé. Il continuera de manger nos brebis. C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut venir. Je t'ai dit demain, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Alors, vous ne voulez pas venir? Vous avez changé, monsieur le marquis. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette musique qu'on entend dans la cour de votre manoir, là? Et ces gens qui dorment pêle-mêle par terre, c'est quoi ça, cette histoire? C'est quoi? Moi, je ne reconnais plus, là. Vous ne voulez vraiment pas venir? Fanche, demain. Bon, écoutez, si vous ne voulez pas venir, on va demander au vicomte de Rosivin. Il a chez lui un chasseur de loups saxons, ils vont s'en occuper. Et Fanche allait repartir quand le marquis lui a dit « Attends, Fanche, attends. Tu as parlé du vicomte de Rosivin, et il n'est pas un peu jeune pour ça, lui? Puis son chasseur de loups saxons, là, tu sais ce qu'il vaut, quoi? Tu le connais? Personne ne le connaît. Tu as parlé d'un loup énorme. Ah oui, monsieur le marquis. On n'a jamais vu un loup aussi gros, jamais. Bon, écoute, je vais y aller. Et ensuite, tu me conduiras sur l'aire neuve du moulin de Kerscao. J'ai rendez-vous avec Rose de la mort. Ah, Rose de la mort, mais monsieur le marquis, n'y allez pas. Vous ne reviendrez pas vivant. Fanche, quand je fais une promesse, je tiens mes promesses. Mais maintenant, au loup. Et le marquis a tué l'énorme loup. Il a cloué sa peau sur une porte du manoir, mais au même moment. Je dis bien au même moment. Le marquis de Kersala entrait sur l'aire neuve du moulin de Kerscao. Il prenait la main de Rose de la mort et au son du jabadao, il la faisait danser. Fouet, mas amigas, ou gandes, ou paguebiou. Et elle dansait, légère, touchait à peine le sol. Le marquis lui tenait la main dans la sienne serrée et il la faisait danser. Fouet, mas amigas, ou gandes, ou paguebiou. Et elle dansait, s'alourdissait. Mais le marquis lui tenait la main dans la sienne serrée et il la faisait danser. Fouet, mas amigas, ou gandes, ou paguebiou. Et elle dansait, haletait.
Mais le marquis lui tenait la main dans la sienne serrée. Fouet, mas amigatro gandestu pagebiou. Et elle dansait, suppliait « Arrêtez !» Mais le marquis lui tenait la main dans la sienne serrée. Et la faisait... Fouet, mas amigatro gandestu pagebiou. Et elle dansait, quand tout à coup, elle est tombée, morte. Au même moment, je dis bien au même moment, le marquis de Kersalin arrivait au grand galop, accompagné par Fanche, son fermier. Et qu'est-ce qu'il a vu sur l'air neuf du moulin de Kerskao? Le corps de Rose de la Mort qui gisait sans vie. Et devant lui, un deuxième marquis de Kersalin, tout pareil que lui. Et le deuxième a expliqué « J'ai pris votre apparence, marquis, parce que j'avais quelque chose d'important à faire. Rose de la Mort qui est là, par terre, c'était ma servante. C'est elle qui me fournissait en âme humaine et elle m'a bien servi. Mais ces temps-ci, les hommes ne mouraient plus, ils devenaient fous, j'en avais plus besoin, moi, il fallait que je m'en sépare. Et tout en expliquant, le deuxième marquis avait ses yeux qui devenaient flamboyants, il avait des cornes qui poussaient sur la tête, il avait ses pieds qui devenaient crochus. Il fallait que je m'en sépare, et bien voilà, c'est chose faite. Le marquis de Kersalin regardait le corps de Rose de la Mort et il se désolait, il se disait, mais si seulement il n'y avait pas eu ce loup, cet énorme loup à chasser. Elle serait encore en vie, on danserait, je l'épouserais, je lui ferais mettre genou à terre. Et là, le diable a ricané, le loup, marquis, l'énorme loup. C'était moi encore. Et le diable s'en est allé en emportant avec lui l'âme de Rose de la Mort. Quand le marquis est rentré chez lui, sur la porte où il avait cloué la peau du loup, il n'y avait plus rien. Le Jabadao. Fouet, mas amigatro gandestu pagebiou. C'est bien la danse du diable, excuse-moi. Ouais, mais alors là, à ce moment-là, moi je rajoute, le diable il n'est pas aussi noir qu'on dit, quoi. Mais on n'est pas d'accord. Excusez-moi, je peux piler là. Eh oui, les loups. Il y a les vieux loups de mer et puis il y a les jeunes. Hein. Yves, lui, il avait un rêve. Il était jeune et son rêve, à lui, c'était de devenir pilote de bateau. Ben justement, son rêve, il venait juste de le réaliser. Il venait d'avoir son brevet de pilote. Et puis ce matin-là, ben, il faisait beau. Ah, c'était le temps idéal. C'était le temps idéal pour sortir en mer. Et c'est vrai qu'Yves avait cette envie. Il marchait sur le port avec son petit frère. Lui, c'était un simple mousse. Seulement, mais pour sortir en mer, il fallait constituer un équipage. Et où trouver un équipage? Eh bien sûr, c'est au bistrot. Et il allait au bistrot du coin, il a ouvert la porte. Il y avait tout le monde qui était là. Il a interpellé tout le monde. Il a dit, qui c'est qui veut sortir en mer? Il fait beau aujourd'hui. Ben là, il y a une douzaine de jeunes gars qui se sont levés, qui étaient prêts à partir. Et puis au fond du café, au comptoir, il y avait les anciens qui étaient là, qui se sont retournés, qui ont regardé Yves et qui l'ont interpellé comme ça. Il dit, dis donc Yves, tu viens peut-être d'avoir ton brevet de pilote, mais sache que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tu vois, aujourd'hui, c'est la veille de Noël. On ne sort pas en mer le 24 décembre. Ça porte malheur. Et Yves a vu les gars se rasseoir un à un, et il n'a pas voulu écouter le reste du discours des anciens qui parlaient toujours. Il a fait demi-tour. Il est sorti du café avec son petit frère, qu'il a pris par l'épaule et puis qu'il a calé contre lui. Devant lui, il avait son bateau, la Marie-Jeanne. Il s'est dit, ce ne serait pas pour aujourd'hui.
Hé, Yves, on y va? Et quand Yves s'est retourné, il a vu, il y avait 4 jeunes gars qui étaient là, sortis du café, qui étaient prêts à embarquer avec lui. Alors aussitôt, mais bien sûr, ils sont descendus sur le bateau. Ils ont largué les amarres. Ils ont hissé les voiles. Ils ont évité les écueils. Et puis ils sont allés jusqu'au large. Ah, puis là, ils ont mis les filets à l'eau. Et là, le poisson, ils en ont pêché. Ils en ont pêché du poisson, ils en ont ramassé, enfin, énormément. Enfin, ils ont rempli un à un chaque panier de poissons. C'était la joie. C'était le bonheur sur le bateau, on chantait, on dansait. Ils se sont même permis de se moquer des anciens. Ah, les anciens et leurs dictons. Ah, ils vont voir, nous, les jeunes, ce qu'on sait faire. Enfin, ils vont voir tout le poisson qu'on va leur ramener. Et puis, c'est que la nuit, le 24 décembre, la nuit tombe vite. Le premier qui a réagi, c'est le petit frère du capitaine. Enfin, surtout, il avait dit, devant les autres, tu m'appelles capitaine. Mais capitaine, il y a la nuit qui arrive, il faut peut-être rentrer. Non mais t'occupe, on sait ce qu'on a à faire. Et ils ont mis les filets à l'eau, et ils ont ramené encore du poisson. Seulement, quand le capitaine a vu que le brouillard commençait à glisser sur l'eau et arriver vers eux, là il a pris les choses en main. Allez les gars, on hisse les voiles, il faut rentrer. Ils ont hissé les voiles et c'est à ce moment-là que le vent s'est arrêté définitivement de souffler. Là, aussitôt, Yves a demandé aux gars de se mettre aux rames. Il fallait ramer, il fallait y aller. Il fallait aller plus vite que le brouillard. Seulement, plus ils ramaient, et bien plus le brouillard gagnait sur eux. C'est à ce moment-là que Yves a dit à Erwan, « Erwan, toi, va à l'avant, tu surveilles les écueils, moi je vais prendre ta place. Toi, petit frère, tu tiens la barre, et surtout, tu gardes ton cap. » Et ils ont ramé. Seulement plus ils ramaient, plus le brouillard s'épaississait, plus le brouillard était dense. Ah, ce brouillard, ce maudit brouillard, ce monstre mystérieux qui tournoyait autour de ce bateau pour mieux étourdir cet équipage. Ah, le brouillard. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un bateau à se mettre sous la dent. Et quand il l'a vu, là, ce bateau, la Marie-Jeanne, seule sur l'océan, tout de suite, le brouillard, tout doucement, discrètement, s'est approché du bateau. Là, il a posé sa langue de brouillard sur le pont, qu'il a laissé glisser tout doucement entre les mâts, entre les hommes. Et ça a mis tellement ses papilles en éveil que la Marie-Jeanne, il l'a laissé glisser tout doucement jusqu'au fond de ses entrailles. Sur le bateau, on n'y voyait tellement rien. Le froid, l'humidité. On était obligé de se toucher pour se voir. Mais sur le bateau, le seul qui avait le sourire, c'était le petit Mousse. Lui, il était heureux. Là, il était à la barre. À son cap, il tenait. Il était pas plus haut que la barre. Il voyait à peine. Mais de toute façon, on n'y voyait rien. Mais il tenait la barre. Il était heureux. Il se prenait pour un capitaine. Capitaine ? Je sens qu'il y a une présence à bord. On est un de plus. Chacun avait senti cette présence, mais personne n'avait osé parler, n'avait osé dire quoi que ce soit. Et le capitaine a fait l'appel, a essayé de trouver où était cette présence, mais il n'y avait rien à faire. Pourtant, elle était là, cette maudite présence, cette diable de présence.
Capitaine, on s'enfonce par l'arrière. C'est vrai que tout le monde l'avait senti, ça. Et le capitaine a donné ordre. Allez, on lâche les rames. Maintenant, il faut alléger le bateau. Et on a cherché... Enfin, on a commencé à mettre à l'eau les paniers de poissons. Un à un, tous les paniers de poissons sont passés par-dessus bord. Seulement, le bateau continuait toujours à s'enfoncer par l'arrière. Alors, à quatre pattes et à tâtons, chacun a cherché qu'est-ce qu'on pouvait jeter par-dessus bord. Quand Yves a buté contre une chaîne, c'est là qu'il s'est dit « Bon Dieu, l'ancre !» Ils avaient oublié l'ancre. Il a demandé à tout l'équipage de l'aider à remonter l'ancre. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu des conseils des anciens dans le café. Eh oui, on lui avait dit que l'ancre, il fallait, si ça arrivait, si ces choses-là arrivaient, qu'il fallait prendre l'ancre, la mettre en forme de croix au-dessus de sa tête et se mettre à chanter des cantiques de Noël. Ben, c'est ce qu'il a fait. Et en chœur, tout l'équipage a chanté des cantiques de Noël. Ils ont chanté, 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 jusqu'à ce qu'ils entendent une voix au loin, comme si on les appelait. La mort qui les appelait, non? Enfin... Et là, reprenant espoir, ils se sont remis aux rames et dirigés vers cette voix qui les appelait. Et tout d'un coup, ils ont vu une lumière. Cette lumière, cette voix, cette lumière, cette voix. Ah, cette voix. Cette voix, c'était la voix d'un gardien de phare qui était sorti avant de se coucher, fumer une dernière pipe. Et il avait entendu ces cantiques de Noël dans le brouillard. Ben c'est comme ça qu'il les avait appelés et puis qu'il les avait guidés. C'est comme ça qu'il avait sauvé cet équipage. Oh, il devait être à peu près minuit. Parce que sur le continent, on entendait les cloches sonner. Les cloches de la messe de minuit. Ben c'est que le lendemain matin, quand ils ont pu rentrer, sur le port, il y avait tous les gens du village. Il y avait les anciens qui étaient en première ligne. Personne ne disait rien. Mais on n'en pensait pas moins. Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces jeunes-là, eh bien depuis ce jour, ils ont toujours respecté la parole des anciens. La nuit de Noël, c'est une nuit importante. Mathias Cadudo est aubergiste. Il est marié, il a 2 grandes filles. Mais quand il avait 18 ans, il était simple apprenti sabotier dans la forêt de Coitefrec, près de Lannion. Le campement s'était installé dans un château pratiquement en ruine. Il y avait là le chef, 2 compagnons sabotiers, un bûcheron et Mathias, l'apprenti. Mathias qui aidait l'un et l'autre et qui préparait les repas. Là où ils étaient installés, c'était vraiment loin de tout. Et quand ils allaient à la messe le dimanche, ils avaient une bonne nuit à faire à pied. Et le midi, ils mangeaient à l'auberge de la Pomme d'Or. Et à l'auberge de la Pomme d'Or, il y avait la fille de l'aubergiste, Marianne, 15 ans. 15 ans, mais les plus beaux yeux du monde. Et Marianne, dans le cœur de Mathias, ça faisait comme ça battait. Il n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas qu'on se moque de lui, mais Marianne, c'était son secret. Un bon secret, un doux secret. Là où ils étaient installés,
ils avaient souvent la visite d'une vieille femme, très vieille femme. Dans la région, on l'appelait la comtesse. Mais quand Mathias la voyait arriver en guenille, les cheveux en bataille, à peine chaussés, souvent pieds nus, il se demandait, elle, comtesse, mais comtesse de quoi? Elle arrivait, elle regardait les arbres, un à un, et puis elle s'arrêtait devant un arbre. Elle le regardait de bas en haut, de haut en bas, elle tournait autour, et puis quand elle s'arrêtait vraiment sur cet arbre-là, elle grattait l'écorce à hauteur d'homme, à son hauteur à elle. Elle grattait l'écorce, la mousse s'il y avait de la mousse, elle arrachait le lierre s'il y avait du lierre, et elle tournait autour. Et elle tâtait l'écorce mise à nu. Elle tâtait une fois, deux fois, trois fois sur tout le tour de l'écorce. Et puis elle se relevait et puis elle disait non, c'est pas lui. Et elle partait. Un jour, Mathias lui a demandé, curieux, mais comtesse, qu'est-ce que vous cherchez? L'arbre qui parle, petit, l'arbre qui parle. Oh, s'est dit Mathias, la vieille folle. Et le temps a passé. On est arrivé le 24 décembre. Et le 24 décembre, dans la journée, le chef a dit à Mathias, ce soir, prépare le repas rapidement. Comme ça, on ira la veillée à l'auberge de la Pomme d'Or avant d'aller à la messe de minuit. Passer la veillée à l'auberge de la Pomme d'Or à côté de Marianne, c'était du bonheur. Sauf que le chef lui a dit, quand ils se sont préparés, une fois le repas pris, le chef est allé vers Mathias, lui a dit, Mathias, n'oublie pas que quand tu entendras les 12 coups de minuit sonner, de mettre la nouvelle bûche à brûler sur l'ancienne. Je ne viens pas avec vous? Ben non. C'est toi le plus jeune, c'est toi qui dois t'occuper de cette nouvelle bûche. C'est la loi de la forêt. Et n'oublie pas que cette nouvelle bûche, elle a de l'importance parce que c'est elle qui va nous protéger pendant toute une année. Mais quand même, a dit Mathias. Et puis comme c'était la loi de la forêt, eh bien il n'a rien dit. Il a laissé les autres partir et une fois seul, il s'est couché à plat ventre par terre et il a pleuré. Il a pleuré toute la peine qu'il avait. Et puis il a entendu, eh bien, tu as du chagrin, petit. C'était la vieille folle. Il l'a regardée, lui a dit, bah, écoute, tu sais, si je te gêne, je peux repartir. Hein. Il lui a dit, non, non, restez là, comtesse. Il s'est levé, il a séché ses larmes, et puis ils se sont assis tous les deux devant la cheminée sur un banc de pierre, à regarder la bûche brûler. Et il expliquait pourquoi il pleurait. À cause du fait qu'à cause de cette bûche-là, il ne pouvait pas aller à la messe de minuit. Et depuis qu'il était né, tous les 24 décembre, il assistait à cette messe, c'est une si belle messe, et là, c'était pas possible à cause de cette bûche. La comtesse lui a dit, mais écoute, c'est pas bien grave, tu sais, moi je vais te raconter une histoire beaucoup plus triste que la tienne. Et elle a raconté. Elle a raconté l'histoire d'une jeune fille qui vivait dans un château avec ses parents. Tout allait bien, ils étaient heureux jusqu'au jour où la révolution est arrivée. Ils ont été expulsés, ils sont partis du château, ils ont quitté la France, ils sont allés s'installer en Angleterre. Et arrivé en Angleterre, la mère est décédée. Et quelque temps après, le père, qui ne se sentait pas bien, a dit à sa fille, prends cette feuille de papier, lis ce qu'il y a dessus, apprends-le par cœur et brûle la feuille. Et sur la feuille, il était écrit comment retrouver Il était écrit que, avant de quitter le château, il avait mis dans les racines d'un chêne un coffre avec toute leur richesse dedans. Et il expliquait comment retrouver ce coffre, ce chêne. Et puis il est mort. Le temps a passé, la révolution était terminée, elle est retournée en France, elle a voulu retourner dans son château, mais le château avait été exproprié, il avait été vendu, on avait fait des travaux, elle ne reconnaissait plus rien du tout. Alors comment retrouver cet arbre-là? Elle a cherché pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, sans jamais le trouver. Mais
C'est votre histoire que vous racontez, comtesse ? lui a demandé Mathias. Un peu, oui. Et puis les 12 coups de minuit ont sonné. Mathias s'est levé, a pris la nouvelle bûche, qui était toute couverte de mousse, il l'a déposée sur l'ancienne. Il s'est rassis à côté de la comtesse et tous les deux ont regardé les flammes venir lécher la nouvelle bûche. Ils ont regardé la mousse commencer à se dessécher, à se rétracter, à se fissurer. Et puis un lambeau de mousse est tombé et la comtesse s'est levée d'un bond. « Regarde, les 2 lettres, CK, première et dernière lettre de Quadfrec. C'est la bûche qui a parlé. Tu sais d'où vient cette bûche ? Il avait aidé le bûcheron à couper l'arbre, donc il savait. Alors montre-moi. Il a pris une pioche et puis à la lumière de la lune qui était pleine, il est allé jusqu'à la souche et là il a creusé. Il a creusé, mais creusé profond et il a trouvé le coffre. Et quand il a trouvé le coffre, quand il a eu ouvert, quand il a vu toutes les richesses qu'il avait dedans, il a dit à la comtesse, mais avec ça vous allez pouvoir racheter votre domaine. Oh non, moi je suis trop vieille maintenant. Je vais bientôt mourir. La comtesse a fini ses jours dans un couvent de Lannion. C'est Mathias qui l'a accompagnée. Elle a vécu encore quelques années, et puis quand elle est passée de l'autre côté, Mathias a hérité de ce qui restait dans le coffre. Et avec ce qui restait, il a pu acheter l'auberge dans laquelle il est aujourd'hui. Il a pu épouser Marianne, son doux amour, son doux secret. Et puis, quand leur première fille est née, ils l'ont appelée Thècle. Ils lui ont donné le prénom de la comtesse de Quadfrec, celle qu'il avait si souvent prise pour une vieille folle. Et le dernier conte, ça sera Jean des Pierres. Oui. Pour toi, Béatrice. Et Claude va me chanter un petit peu, fredonner un petit peu à un moment. Donc Jean des Pierres, ça se passe dans la baie d'Audierne. Dans la baie d'Audierne, il y a un chemin de randonnée qui est vraiment très simple enfin, c'est facile de marcher dessus, c'est pas compliqué du tout, c'est pas physique, c'est rien. C'est un petit chemin sablonneux, d'un côté il y a la mer, de l'autre côté il y a des champs qui sont entourés de murets. Et ces murets de pierre sont là depuis très longtemps. Ils ont été construits par des hommes comme Jean des Pierres. Jean des Pierres, c'était un solitaire, c'était un taiseux. Souvent, il se promenait sur la lande, les mains croisées dans le dos, le corps un peu voûté, et puis les yeux rivés au sol. On le voyait s'arrêter, se baisser, ramasser une pierre, la mettre dans sa main, et de l'autre main, il la réchauffait, il la caressait. Et puis, quand il avait bien réchauffé la pierre, quand il sentait le cœur de la pierre battre sous ses doigts, il la reposait, il reprenait sa marche jusqu'au prochain caillou. Quand on voulait faire construire un mur dans un champ, on appelait Jean des Pierres. Il venait dans le champ et il restait jusqu'au moment où il voyait, où il sentait, où il entendait le vent souffler. Et à ce moment-là, il savait exactement comment construire le mur. Il savait quelle direction lui donner, quelle hauteur, quelle épaisseur. Et on pouvait lui faire confiance parce que jamais il se trompait. Ces murs, c'était du solide. Il ne craignait pas les coups de boutoir les jours de tempête, non. Il ne craignait pas non plus les petites eaux de pluie qui paraissent comme ça anodines, mais qui ruissellent, qui ravinent le sol et qui ébranlent les murs. Ces murs à lui, ils sont toujours là. Pour construire un mur dans un champ, il étalait toutes les pierres à ses pieds et il les regardait une à une. Il regardait leur forme, leur taille, leur composition. Et quand il avait trouvé la pierre qu'il lui fallait, il la posait délicatement sur le mur. Et s'il la posait là, c'est que c'était sa place. Et si c'était sa place, le vent la faisait chanter.
Quand il avait fini un mur dans un champ, il restait un moment, seul, à écouter la musique des pierres. Ioli clava, Petra warandua, Ioli clava, Petra zonewe warandua, Netra mava, zonewe warandua, Netra mava, nemetu duragla. Et puis le temps a passé, les années se sont succédées aux années, et Jean Despierres a vieilli. Et en vieillissant, pour construire un mur dans un champ, il lui fallait un vent de plus en plus fort. Et là, les gens ont dit « Oh, c'est un caprice de vieil homme ». Et puis un jour, on l'a vu mettre une pierre sur un mur et attendre en tendant l'oreille. La retirer, en mettre une autre à la place et à nouveau attendre en tendant l'oreille. Et on l'a vu comme ça faire, défaire, refaire. Et là, on s'est dit, mais il est fou. Fou, Jean Despierres? Non. Simplement, il devenait sourd. Et pour entendre ces pierres chanter, il lui fallait un vent de plus en plus fort. Un soir, il est rentré après avoir fini un mur. Le vent avait soufflé en rafale, en bourrasque toute la journée. Et il avait froid, il était transi, il s'est couché, s'est endormi. Et au milieu de la nuit, il a été réveillé par des plaintes, des gémissements. C'était la pierre qu'il avait posée. Quand il l'avait posée sur le mur, il n'avait pas vraiment entendu chanter, mais il l'avait laissée, et puis il avait mis d'autres pierres à côté, d'autres pierres par-dessus. Mais elle n'était pas à sa place, cette pierre. C'est pour ça qu'elle se plaignait, c'est pour ça qu'elle gémissait. Il ne pouvait pas la laisser comme ça. Alors, en pleine nuit, il s'est levé, il a mis ses sabots, il a mis sa cape sur ses épaules et puis il est sorti. Et le lendemain matin, on a retrouvé son corps au pied d'un mur qui s'était effondré. Il tenait une pierre entre ses bras. Il la tenait comme on tient un enfant quand on le berce. La pierre était sauvée. Alors si un jour vous vous promenez sur ce petit chemin sablonneux dans la baie d'Audierne, vous les verrez, ces murets. Ils courent sur des kilomètres. Et qui sait si l'un des murets ne sera pas celui de Jean Despierres. J'ai gardé mon masque. Voilà, je vais finir cet après-midi de conte par deux mélodies. Une du Pays Gallo, qui s'appelle Là-haut dans la prairie. Et puis un petit air de Cassabar, mais je vais jouer plutôt en mélodie quoi, pour conclure cet après-midi.
Ben voilà, nous on était très contents de vous faire ce petit plaisir. Et donc à nous aussi. Nous aussi, enfin moi j'étais très contente. Tout le monde a bien accepté mes invitations, donc c'était parfait. Pour moi c'était parfait. Voilà. Merci Louise, merci Patrick. Ben, merci à Louise, merci à la mission bretonne de nous avoir Ouais, accueillis. Merci Stéphane. Merci les filles. Et puis moi merci aussi. On se donne rendez-vous. Merci à Louise d'avoir pensé à nous pour cet après-midi. Ben oui, parce que la mission bretonne sans chant, sans musique, c'est pas. Il manque quelque chose quand même, non? Les contes c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Ouais, ça fait des petits intermèdes. Ouais, voilà, c'est ça. Et si vous voulez retrouver Evelyne, elle chante la semaine prochaine. Ah bon? Ouais, la semaine prochaine, samedi après-midi, 14h30, il y a un café Histoire autour des Sardinières 1924 avec Joséphine Pancalette. Avec un guest star. Et puis le lendemain, il y a une conférence de Françoise sur les 7 saints fondateurs de Bretagne. Et il y aura un petit conte qui s'appelle Les 16 breurs, les 7 frères. Et je ne dirai pas par qui il a été collecté parce que vous allez vous moquer de moi. Brigitte, on pense à toi. Bon, c'est pas toi qui as collecté, mais il sera bien sûr question de Jeanne Malivelle. Hein. Bah oui. Ça, alors. C'est sûr. Allez, bonjour chez vous.